Nous allons voir ensemble en fait quels sont les défis à venir du reporting extra-financier pour les sociétés françaises, les sociétés cotées françaises, et qu'est-ce que fait l'AMF pour les épargnants via l'amélioration de son reporting extra-financier. Donc, tout d'abord, à travers le sondage, on a eu les résultats, non à travers un sondage, on vous a posé la question sur plusieurs acronymes qui parfois parlent pas forcément à tout le monde. On parle de ESG, de DPEF, de RSE, d'ISR. Qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, la RSE, c'est la responsabilité sociale, également sociétale et environnementale des entreprises. Donc, ce sont, on verra plus tard, différents critères qui ont été instaurés par le dispositif Grenelle 2 et qui permettent d'en savoir beaucoup plus sur l'information extra-financière des sociétés cotées. Après, vous avez les critères ESG, qui sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce sont des critères d'analyse qui permettent en fait d'évaluer quel est le reporting, la qualité du reporting extra-financier dans les décisions de prise d'investissement, la prise de décision d'investissement. Donc, pour la partie environnementale, ça peut être les émissions de CO2. Pour la partie sociale, ça va être la qualité du dialogue social avec les salariés, par exemple. Et en matière de gouvernance, ça peut être est-ce que la société est transparente pour la rémunération des dirigeants. Investissement socialement responsable. C'est simplement un type d'investissement qui permet d'investir dans des fonds qui prennent en compte, au-delà des simples critères financiers, des critères extra-financiers de type ESG, dont je vous ai parlé juste avant. Et enfin, la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, dont nous parlerons tout au long de cette présentation. C'est un document qui a pour objectif de constituer en fait un outil de pilotage stratégique de l'entreprise. Et ce document, il a vocation à être concis, accessible, centré sur les informations essentielles autour de 4 axes: social, environnemental, lutte contre la corruption et les droits de l'homme. Nous allons voir quel est le contexte actuel de ce reporting extra-financier et quelle est également la feuille de route de finances durables qui a mis en place l'AMF sur ce domaine. Puis nous verrons ensemble quel est le cadre réglementaire qui s'applique aujourd'hui aux sociétés cotées en matière de reporting extra-financier. Et enfin, nous verrons comment l'AMF revoit l'information extra-financière de manière à la rendre beaucoup plus lisible pour les actionnaires individuels. Alors, les éléments de contexte. On entend tous parler en ce moment d'enjeux climat, d'urgence absolue. Et effectivement, le climat est de plus en plus présent pour les entreprises. Il y a un consensus aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'urgence à agir, en raison des conséquences directes du climat. Ça peut être des phénomènes météorologiques, comme on l'a vu peut-être au cours des dernières semaines, mais encore des conséquences indirectes qui peuvent jouer, par exemple, sur la raréfaction des ressources des entreprises, l'approvisionnement en matières premières, par exemple. On va également avoir une nécessité de lutter contre le changement climatique, ce qui est un point aujourd'hui majoritairement acquis auprès des dirigeants et des individus. On assiste également à une montée en puissance de la judiciarisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de procédures judiciaires qui sont intentées à l'encontre de sociétés. C'est par exemple le groupe Total qui a été assigné en justice en janvier 2020 pour inaction climatique, ou encore en mars 2020, le projet d'extension de l'aéroport de Heathrow a été annulé en fait par la justice britannique sur le fondement des accords de Paris parce que ce projet ne contribuait pas, ou plutôt remettait en cause la trajectoire de réchauffement climatique prévue par les accords de Paris. Il y a également des facteurs sociologiques qui sont ce qu'on appelle la baisse de la tolérance. Aujourd'hui, les parties prenantes, elles sont beaucoup plus exigeantes par rapport aux entreprises pour que celles-ci adoptent une RSE qui soit beaucoup plus exemplaire et transparente vis-à-vis des marchés et vis-à-vis des actionnaires. Et enfin, on peut constater une chute des moteurs diesel, un déclin également amorcé des moteurs thermiques, et à l'inverse, un engouement pour les moteurs électriques et hybrides. Également, dans l'environnement des affaires, on perçoit une nécessité des entreprises de se prévaloir dans des processus d'appel d'offres
d'une démarche responsable. Ce sont des critères de plus en plus demandés. Et également, pour les sociétés comme des laboratoires pharmaceutiques, il y a un besoin d'assurer un approvisionnement durable pour les matières premières. On peut avoir, pour les sociétés du secteur pharmaceutique, un besoin de s'approvisionner en plantes plutôt fragiles et qui sont sensibles au réchauffement climatique. Et enfin, de manière plus terre à terre, cela également permet de faire des économies. Et maintenant, nous passons à la feuille de route finance durable de l'AMF. Alors, finance durable, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est? Alors, Florence Cohen nous en a parlé un peu. Je voudrais compléter la définition qu'elle a pu vous en donner par deux définitions, qui sont celles de BNP Paribas, qui est une société cotée, un investisseur. Pour BNP, la finance durable, elle repose sur une vision éthique à long terme de l'investissement financier. Elle cherche à concilier performance économique et impacts sociaux et environnementaux positifs en finançant des entreprises qui contribuent activement au développement durable. Selon un autre acteur qui s'appelle Novetic, qui est une ONG, la finance durable désigne des pratiques de la finance qui prennent en compte des critères extra-financiers comme l'environnement ou le social. Il s'agit d'un levier pour la transformation des sociétés et de l'économie vers une économie plus durable. Alors, au travers de ces deux définitions, on voit quand même des mots et des notions en commun qui sont sociales, environnementales, long terme et durables, qui sont des caractéristiques clés de la finance durable. Donc la finance durable, elle regroupe l'investissement socialement responsable, la finance solidaire, la finance verte, et plus généralement l'investissement responsable comme le microcrédit. Alors la finance durable, pour trouver une frise sur ce slide qui reprend tout au long des dernières années quelle a été la démarche de l'AMF sur le sujet. C'est un axe très structurant pour la vision de l'AMF. Pour citer les dernières principales étapes, en décembre 2017, à l'occasion du Climate Finance Day, l'AMF a affirmé son engagement en faveur d'une finance durable. En mars 2018, l'AMF a soutenu l'ambition exprimée par la Commission européenne dans son plan d'action finance durable, puis a fait de la finance durable un axe prioritaire de sa stratégie Supervision 2022. En novembre 2019, étape importante, nous avons publié notre 4e rapport RSE et qui faisait un premier bilan sur la publication des déclarations de performance extra-financière. Et dernièrement, en juillet 2020, l'AMF a fait des propositions pour une stratégie européenne renouvelée pour la finance durable. Les deux grandes propositions concernaient la prévention des risques de greenwashing et la proposition de la création d'un label européen homogène pour les fonds ESG. Ce contexte et cette feuille de route créent des attentes fortes vis-à-vis du régulateur. Ça a été renforcé par la loi Pacte et confirmé par cette loi en 2019 qui a posé les contours d'une nouvelle mission pour l'AMF en matière de finance durable. Il y a également un enjeu de lisibilité de l'information extra-financière pour les actionnaires. Et aujourd'hui, nos domaines d'action orientés vers les actionnaires individuels en matière d'extra-financier concernent l'accompagnement et la régulation des acteurs, c'est-à-dire les sociétés cotées et les sociétés de gestion, de manière à produire une meilleure information pour les investisseurs. Nous agissons également en termes de communication et d'influence pour une finance plus durable. Ça se traduit au travers de l'évolution des textes. Puis, nous faisons également de la pédagogie vis-à-vis des épargnants. Et ceci vous a été présenté par Florence dans la partie précédente. Et nous allons voir ensemble maintenant quel est le cadre réglementaire applicable aux sociétés cotées. Nous avons tous entendu parler du dispositif Grenelle 2. Celui-ci, ce dispositif, il a posé en 2015 le principe d'un reporting RSE exhaustif. Alors, il a été successivement complété par différentes couches de réglementation. En 2016, vous avez eu la loi dite TECV pour la croissance verte. Vous avez aussi la loi pour le gaspillage alimentaire. Une autre couche de réglementation qui a été la loi relative au devoir de vigilance
et la loi Sapin pour la lutte contre la corruption. Et ces éléments ont été finalement regroupés et simplifiés dans la déclaration de performance extra-financière qui a vocation à remplacer cet ancien reporting RSE, Grenelle 2, qui était fondé sur l'exhaustivité des informations, pour en fait fonder l'information, le reporting extra-financier, sur des notions de matérialité et de pertinence des informations pour les parties prenantes et les sociétés. Donc la DPEF, elle a vocation à privilégier la concision. Elle se limite aux seuls risques et opportunités que la société considère comme matériels. Le but est de produire un document concis, accessible et centré sur les informations essentielles. La DPEF, également, elle renseigne sur les enjeux et les objectifs extra-financiers des sociétés. Elle se trouve dans le rapport de gestion. Et ce rapport de gestion, pour beaucoup de sociétés, vous le retrouvez dans le rapport annuel, le rapport financier annuel, ou encore le document d'enregistrement universel, qui est donc le nouveau format du document de référence. Mais bon, un peu plus loin, de quoi se compose la déclaration de performance extra-financière. Ensuite, quelques mots sur le bilan des premières DPEF que nous avons pu faire au travers du rapport RSE 2019. L'AMF a mis en lumière en 2019 les enjeux d'une communication extra-financière réussie pour les émetteurs. Nous en reparlerons un peu plus loin dans cette présentation. Pour que vous compreniez d'où provient toute cette réglementation et comment a été mise en œuvre le reporting extra-financier, en quelques mots, je vais vous expliquer quels sont les différents types de textes qui peuvent exister, qui sont au niveau européen et au niveau français. Alors, vous avez d'abord la directive sur le reporting extra-financier qui a été produite en 2014 au niveau européen. Donc, cette directive sur le reporting extra-financier, elle a instauré simplement le principe du reporting extra-financier pour que les sociétés communiquent au moins sur des questions environnementales et des questions sociales et de personnel et de respect des droits de l'homme et de lutte, et qu'elle communique également en matière de lutte contre la corruption. Alors, il s'agit d'une directive, elle ne s'applique pas directement en droit français. C'est pour cela qu'elle a été transposée en droit français à l'été 2017 à travers la loi Pacte. La transposition, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une écriture dans le droit français et donc dans le code de commerce pour le reporting extra-financier des principales informations demandées par la directive européenne, de manière à ce que les informations soient opposables aux sociétés. Également, vous avez des informations produites par la Commission européenne qui s'appellent des lignes directrices et des suppléments sur les lignes directrices. Ce sont des informations qui ont été renseignées, produites en juillet 2017 et en juin 2019, de manière en fait à compléter et à préciser ce que souhaitait dire la Commission européenne sur ce que devait être le reporting extra-financier. Et ce sont des informations qui touchent essentiellement qui mettent l'accent sur les informations utiles et pertinentes en matière environnementale et climatique pour les reportings extra-financiers. Ouais, toutes ces informations-là, vous les retrouvez donc dans le rapport de gestion. Alors, en France, le reporting extra-financier, il a des implications sur le contenu du rapport de gestion. Vous allez retrouver 4 grandes natures d'informations dans le rapport de gestion des sociétés cotées. Vous avez la déclaration de performance extra-financière. Vous avez également le plan de vigilance, qui lui est un dispositif d'identification des risques et de prévention des atteintes graves envers les droits humains. Vous avez également le plan de prévention contre la corruption, qui a été instauré par la loi Sapin 2, qui vise à décrire le dispositif de prévention et de détection de la corruption. Et enfin, vous avez des mesures en faveur de la biodiversité, c'est-à-dire quelles sont les mesures prises pour préserver et développer la biodiversité, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des principaux risques et des politiques identifiées par l'entreprise. Donc ces informations sont
ne s'appliquent pas, ne sont pas demandés auprès de toutes les sociétés. Vous pouvez le voir sur ce slide, il y a différents seuils qui s'appliquent en fonction que les sociétés soient cotées soit sur Euronext, soit sur Euronext Growth. Il y a un critère qui est identique pour Euronext et Euronext Growth, qui concerne l'effectif de 500 salariés pour la DPEF, lorsque les sociétés ont plus de 500 salariés et qu'elles ont un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros ou un total bilan de plus de 20 millions. Allô? Non, c'est bon. Ah, on ne nous entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Je suis toujours là, moi. Ça marche. Très bien. Donc, je reprends. Et donc, j'en étais sur les seuils. Voilà, vous avez des seuils qui peuvent être différents en fonction que les sociétés soient cotées, sur Euronext ou sur Euronext Growth. Je ne vais pas vous les redescendre, mais vous les aurez voilà, ils sont présentés sur ce slide et vous les avez, vous les retrouvez sur les slides qui seront après mis en ligne sur notre site. Simplement, ce qu'il faut conserver à l'idée, c'est que le plan de vigilance, on le retrouve vraiment pour les plus grandes entreprises. Ça concerne vraiment un effectif de plus de 5000 salariés et uniquement les sociétés cotées sur les marchés réglementés, c'est-à-dire Euronext. Et enfin, le plan de prévention de la corruption, il concerne toutes les sociétés, mais il n'est rendu public que pour les sociétés cotées sur les marchés réglementés. Enfin, je voudrais faire un focus avec vous, qu'on va prendre sur le slide suivant, sur le contenu de la déclaration de performance extra-financière. Comme je vous le disais auparavant, cette DPEF, elle constitue le socle des informations environnementales et sociales des sociétés, et elle renseigne sur les enjeux et objectifs extra-financiers. Alors, comment est-ce que ces informations sont-elles présentées? Vous avez tout d'abord en fait la description du modèle d'affaires de la société. Qu'est-ce que c'est que le modèle d'affaires? Eh bien, c'est une présentation de la manière dont la société crée la valeur et la préserve à long terme grâce à ses produits et à ses services. En fait, dans des termes beaucoup plus simples, c'est qu'est-ce que fait la société, comment et pourquoi. Donc, vous avez d'abord la description du modèle d'affaires de la société. Ensuite, la société décrit les principaux risques extra-financiers auxquels elle est exposée. Et les décline en fonction de son exposition aux parties prenantes et de leur matérialité. On verra plus tard la manière de les présenter. Ensuite, vous avez une présentation des politiques et diligences raisonnables. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, c'est une description des mesures prises par les sociétés pour l'adaptation du changement climatique, par exemple. Ou encore, vous avez quels sont les objectifs de réduction que se sont fixés volontairement la société à moyen et à long terme pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et quels sont les moyens mis en œuvre à cet effet. Encore, dans un autre domaine, quelles sont les actions qui visent à lutter contre la discrimination ou promouvoir la diversité. Et dans une dernière partie, vous avez, je dirais, le bilan. C'est la société a annoncé ses objectifs et ensuite, elle va pouvoir les mesurer au travers d'indicateurs clés de performance et rendre compte en fait des résultats atteints ou encore de la distance à parcourir lorsqu'il s'agit d'objectifs à moyen terme. Ensuite, nous voyons quel cadre, toujours dans le cadre réglementaire applicable aux sociétés cotées, nous voyons ensemble ce qu'il en est des PME, toutes les sociétés finalement qui ont moins de 500 salariés ou qui ont des bilans ou des chiffres d'affaires en dessous des seuils qui vous étaient présentés sur le slide précédent. Et en fait, ces sociétés ne sont pas tenues de produire une déclaration de performance extra-financière. Ça concerne, d'après nos estimations, la moitié en fait des PME cotées. Principalement, elles sont exemptées par le critère de 500 salariés. Néanmoins, elles restent quand même redevables d'une production de certaines informations RSE qui doivent être incluses dans le rapport de gestion. Ces informations, elles peuvent être de deux natures et elles ont selon que ces sociétés soient des sociétés anonymes. Si ce sont des sociétés anonymes, les sociétés vont devoir produire des informations notamment sur l'environnement et sur le personnel dans leur rapport de gestion en produisant des indicateurs clés de performance sur ces éléments-là. Également, pour les sociétés cotées sur Euronext,
les sociétés vont devoir renseigner des informations relatives aux effets du changement climatique. Quels sont les risques financiers qui découlent de ces effets du changement climatique et quelles mesures prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas carbone.